Avec Karl et Jonathan sur Brochu TV, on vient de commenter plus ou moins en direct l'actualité politique. On a également beaucoup parlé des monnaies, on a parlé des tractations, de l'influence des grands groupes internationaux sur la politique, évidemment au travers du contrôle des médias et du contrôle des instituts de sondage. Mais quelle honte, hein. Je regardais les résumés à la télé, quelle honte, quelle cacophonie, quelle situation, mais abominable. C'est véritablement le choix, je pèse mes mots, entre la peste et le choléra. Vous connaissez tous mon aversion pour le président Macron. Et véritablement, rien ne peut me donner envie de le voir prolonger. Mais je sais à quel point il s'amuse de cette situation. Vous verrez, le triomphalisme par rapport au Rassemblement national sera de courte durée. Pourtant, c'est très compliqué pour les partis de se distinguer du Rassemblement national parce que finalement, comme je le dis et je le répète, il est totalement compatible en tout avec la politique d'Emmanuel Macron. Tout ça, c'est une mascarade, tout ça, c'est ridicule, tout ça, c'est risible. Les seuls partis qui étaient sérieux étaient les partis qui discutaient du thème essentiel, c'était de la sortie de l'euro et de la reprise en main de notre destin. Tous ceux qui ne tiennent pas ce langage de vérité vous mentent. Ils vous mentent parce qu'ils veulent accéder au pouvoir et ils ne veulent pas accéder au pouvoir pour changer les choses. Ils veulent accéder au pouvoir pour eux-mêmes. Ils font de la politique. C'est leur job. Ils ne font que ça, pour ainsi dire, depuis leur naissance. Et ils ne feront que ça jusqu'à leur mort. Des tractations, des compromis, des mensonges, de la compromission. Vous verrez, c'est une émission qui est véritablement passionnante. On avait les commentaires en direct, on a eu plus de 1000 personnes, ça a excessivement plu. Je vous remercie de partager cette émission, je vous remercie de commenter cette émission, je vous remercie de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me soutenir en faisant un don sur PayPal, en rejoignant mon Substack ou en me contactant pour découvrir les formidables miels que je vous propose déjà depuis quelques mois et qui enthousiasment véritablement ceux qui ont eu la chance de les goûter. En tout cas, j'espère que vous prendrez plaisir à écouter cette émission. Des suites arrivent. J'ai fait également de nombreuses émissions au cours des derniers jours pour les médias russes. L'analyse des choses est relativement simple si on accepte de prendre les éléments de façon factuelle, de façon claire et de façon non partisane. Parce qu'en réalité, l'enjeu n'est pas un enjeu politique, l'enjeu est devenu eschatologique. On est clairement arrivé à la croisée des chemins du bien contre le mal, quelle que soit la direction vers laquelle on regarde. C'est le wokisme, c'est la déshumanisation avec le génocide de Gaza, ce sont les sanctions et finalement l'inflation, la fin de la propriété privée avec ce qui se passe sur le front de l'Ukraine, avec la Russie et bientôt la Chine, mais évidemment ça débordera à Taïwan, les tentatives de révolution de couleur, évidemment en Géorgie, l'état de santé du président Biden. Enfin voilà, vous allez, à mon avis, passer un beau moment. Je vous remercie et on se retrouve très rapidement. J'ai proposé à un jeune politicien ici au Québec avec qui je fais des émissions maintenant toutes les semaines, Jonathan Blanchette, de se joindre à Bertrand Scholler aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, en direct à quelque part en France, j'ai avec moi Bertrand Scholler et en direct du nord du Québec, Jonathan Blanchette. Messieurs, bonjour.
Bonjour. Bonjour Karl, bonjour Jonathan et bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous ce soir pour un programme très riche. Oui, Jonathan, deux petits mots. Salut tout le monde, salut Bertrand, puis salut aux auditeurs, puis merci encore à Carl de m'inclure aujourd'hui. Puis Bertrand, ce soir, c'est sûr qu'en débutant l'émission, on aimerait t'entendre sur les résultats de l'élection du premier tour en France. Justement, pendant le discours de Bourgault, tu as pu voir les premiers résultats fraîchement sortis. Qu'est-ce que tu retiens de ça en ce moment? Alors, la première information, c'est qu'il y a une très très large participation. Donc 67%, c'est un record. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas 67% des Français qui étaient allés voter pour des élections législatives. Il faut revenir aux élections de 1988 pour avoir une telle participation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que clairement, les Français avaient le choix entre trois blocs et il y avait le sentiment qu'il risquait d'y avoir un chaos complet en faveur du Rassemblement national. Et effectivement, le Rassemblement national sort en tête à 33%. Alors qu'est-ce que ça veut dire 33%, alors que contrairement aux européennes, il était lié directement avec les Républicains? Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas profité de la mobilisation large des électeurs. Ils sont statistiquement plutôt dans la fourchette basse qui leur a été donnée, puisqu'en fait, ils avaient entre 31 et 37% selon les instituts de sondage. Donc, ils sont dans la première moitié des estimations. La vraiment grosse surprise, c'est que le Front populaire est quasiment à 30%. Et on va voir, les grandes villes, en général, ont tendance à voter plus majoritairement pour... donc, ils ferment à 8 heures, ne votent pas pour le Rassemblement national. Alors, les résultats, revenons un peu en arrière. Comme je le disais tout à l'heure, petit 1, très forte participation. Jamais une telle participation depuis 1988, pratiquement 68%. Le RN et le Front populaire se déclarent triomphants parce qu'en fait, ils vont se partager l'essentiel des postes de députés, puisqu'en fait, la majorité présidentielle de Macron va se retrouver peut-être avec une centaine de députés, les Républicains une cinquantaine, et donc le jeu va être entre le Front populaire et le Rassemblement national. Il vient d'y avoir une déclaration de Macron à demander à tout le monde de s'unir face au Front national. Donc le scénario qu'il souhaitait se déroule, c'est-à-dire que le Front national est largement devant et donc il peut espérer une mobilisation contre le Front national d'ici une semaine. Est-ce que ça fonctionnera? Est-ce que ça suffira? En tout cas, c'est son pari. Du côté de Marine Le Pen, donc du Rassemblement national, c'est véritablement un cri de victoire. Donc eux ont le sentiment qu'ils peuvent atteindre la majorité absolue de l'Assemblée nationale et donc ils demandent une très forte mobilisation de leurs électeurs afin de confirmer le premier tour. Il faut bien comprendre que le Front national au premier tour fait 33%. Et avec 33%, ils n'ont pas de réserve de voix. C'est-à-dire que personne ne peut se joindre à eux. Personne ne peut se joindre au Rassemblement national. Il n'y a pas de réserve de voix. À l'inverse, si tu ajoutes les voix qui sont portées sur Macron et celles qui sont portées sur le Front populaire, ensemble, ils approchent des 50%. Et c'est là où tu comprends la règle du scrutin majoritaire. Ce que je dis, c'est que d'une part, Marine Le Pen
a annoncé que son parti était en mesure de prendre la majorité absolue de l'Assemblée nationale. Et pourtant, il n'atteint que 33% et son parti ne dispose d'aucune réserve de voix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti à droite ou à l'extrême droite qui va pouvoir se joindre à eux pour atteindre la barre des 50% là où ils doivent l'obtenir. À l'inverse, le Front républicain et Renaissance ont annoncé qu'ils allaient travailler ensemble pour empêcher le Front national d'arriver à 50%. Et donc ça va complètement changer la règle du jeu, puisque pour être élu député, il faut, en cas de triangulaire, être le premier, mais s'il y a la règle du désistement, il faut atteindre les 50%. Et ce qui va être quelque chose de très compliqué pour le Rassemblement national. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Continue. Donc, je suis en train d'ajuster pour qu'on puisse bien te suivre. Continue, ça va très bien. Donc, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si tu te rappelles, Karl, notre conversation il y a 3 semaines, c'est exactement ce qu'on s'est dit. On s'est dit, voilà, le Rassemblement national est le premier parti de France. Ils vont faire la course en tête au premier tour des législatives, mais au deuxième tour des législatives, ils ne pourront pas, en cas de duel, emporter de nombreuses circonscriptions. Parce qu'en fait, ils auront cette barrière des 50% qui est particulièrement difficile à franchir. C'est-à-dire que les gens qui votent pour Macron ou les gens qui votent Front populaire, ils vont massivement voter pour le candidat qu'on leur désignera si ça peut empêcher un candidat Rassemblement national. Et donc tu vas vraiment avoir une lutte de tous les partis contre le Rassemblement national. Et ça va changer considérablement la donne. La seule fois où il s'est passé quelque chose de similaire, c'était en 2017 pour la première élection d'Emmanuel Macron. Et si on reprend les projections de 2017, qu'est-ce qui s'était passé? Les projections, elles donnaient quasiment 70% de l'Assemblée nationale pour Emmanuel Macron. Et ça avait effrayé tout le monde. L'idée que ce jeune président inconnu ait autant de majorité, ça avait d'une part démobilisé les gens qui soutenaient, et ça avait remobilisé les autres, et finalement ça avait fait que la majorité était forte pour Emmanuel Macron, mais pas si forte. Et donc, c'est toujours ce qui se passe en France, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas donner ou risquer de donner un pouvoir trop grand à des personnes, en fait, qui ne connaissent pas et dont ils n'ont pas de certitude sur leur capacité à gouverner. Et donc, pendant la semaine qui vient, à partir de ce soir, vu que la crainte, entre guillemets, des gens qui disent « le Front National peut arriver au pouvoir, c'est très dangereux », elle se matérialise. Mais comme on l'avait prévu il y a 3 semaines, c'est-à-dire qu'ils sont en tête, et donc les projections mathématiques leur donnent une majorité absolue à l'Assemblée nationale, eh bien ça ne va pas se vérifier, puisque en réalité la mobilisation, elle va être de tous contre le Rassemblement national. Et ça, évidemment, ça va avoir un impact, ça va cristalliser les choses comme à chaque présidentielle. Le cas qui se présente en ce moment pour les élections, c'est exactement le cas du second tour de l'élection du président. C'est-à-dire que tu as, pour gagner, il faut faire plus de 50%. Et ce qu'on a observé, c'est que quel que soit le type de mobilisation du Rassemblement national et de ses électeurs, il ne dépasse pas les 45% à l'échelle nationale. Et donc, les projections aujourd'hui, elles les donnent entre 260 et 310, c'est-à-dire la possibilité d'avoir la majorité absolue, mais tout ça ne sert qu'à inquiéter les Français. Et en réalité, et peut-être que je me trompe complètement,
mais ils auront du mal à dépasser les 150 élus. Et ce serait déjà un énorme succès d'ailleurs. Moi je dis qu'avec la règle du suffrage majoritaire et le fait qu'il va y avoir des désistements pour qu'il n'y ait pas de triangulaire, les triangulaires favorisent le Rassemblement national puisqu'il a pas de soutien le Rassemblement national. Il n'y a pas de parti qui dit je vais me rallier au deuxième tour au Front national, au Rassemblement national. Alors que le Front républicain et les macronistes vont avoir des gens qui vont les soutenir au deuxième tour. C'est-à-dire qu'ils vont se soutenir les uns les autres. Et donc d'un côté, tu as un bloc qui a à peu près 28-30% et un bloc de 20%. À eux deux, ils ont la majorité. Et c'est ça que les gens qui nous regardent doivent comprendre. C'est qu'en réalité, la technique et la tactique de Macron est véritablement de faire tous contre le Rassemblement national et donc ils vont s'unir et en fait tu vas avoir une inversion de la force, c'est-à-dire que le premier tour il y avait une dynamique forte mais qui était une victoire à la Pyrrhus du Front national, c'est-à-dire ils sont en tête très largement mais en réalité pas tant que ça, tu vois, 29%, 33%, c'est pas si fort. Mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que c'est 29%, plus 20%, c'est 49%, plus les modérés de LR, à moitié, ils vont rejoindre le Front républicain, entre guillemets, et donc tu as 55% contre moins de 40%. Et ça, c'est la réalité du deuxième tour de l'élection. Donc ça veut dire que c'est un deuxième tour qui va être très largement défavorable au Rassemblement national. C'est purement et simplement la règle, elle est comme ça. Les européennes, c'est une règle de proportionnel. Mais les législatives en France, c'est une règle de scrutin majoritaire à 2 tours avec la possibilité d'alliance. C'est-à-dire que l'apparence du premier tour n'est pas le résultat du second tour. Et donc, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Tu as un leader, mais s'il ne réussit pas à rassembler vers lui des voix, il ne peut pas gagner. Le Rassemblement national, les 2 dernières présidentielles, il arrive toujours en tête au premier tour des présidentielles et aux législatives, c'est kiff-kiff. Mais en fait, il perd parce qu'il n'a pas d'autres partis qui décident de les soutenir. Ils n'ont pas de réserve de voix. Ils ont fait le maximum dès le premier tour. Mais aux législatives, tu gagnes en 2 tours. Donc, je pense qu'on va avoir des très grosses surprises la semaine prochaine. Et ceux qui crient victoire cette semaine se trompent complètement parce que ce n'est pas ce qui va se passer au niveau du deuxième tour. Et par ailleurs, les gens disent Attal ne sera pas le prochain Premier ministre. Je sais pas. De toute façon, le prochain Premier ministre, à mon avis, ce sera Glucksmann ou quelqu'un comme ça. Donc, quelque part, le chef de file du Front populaire. Et en fait, LFI sera vraisemblablement... avec un gros nombre d'élus, puisqu'en fait la négociation qui commence maintenant, c'est la règle dite des désistements. C'est-à-dire que quand tu as un RN qui est en finale, un Front républicain et un candidat de la majorité présidentielle, entre guillemets, eh bien, en fait, il faut qu'il y ait juste une finale à 2. Et la grosse négociation maintenant, c'est d'obtenir les bons désistements qui favoriseront, entre guillemets, cette stratégie d'union contre le Rassemblement national. Et c'est ça qui va se passer. Alors que les ordinateurs, quand ils font les projections, ils les font sur la base de lutte à 3. C'est-à-dire que l'ordinateur dit, ils peuvent se maintenir à 3, et dans le cadre d'un maintien à 3, c'est le candidat du Rassemblement national qui est devant. Et il y a au moins 80 endroits où c'est comme ça.
et où donc le candidat du Rassemblement national gagne. Mais si face à lui, il y a des désistements, eh ben dans les 80 cas, le Rassemblement national ne gagnera pas. Et donc tu vas passer d'annonces entre 260 et 310 qui sont faites par des ordinateurs sous réserve qu'il n'y ait pas de désistement, c'est-à-dire sous réserve qu'un candidat qui pouvait se maintenir ne décide pas de ne pas se maintenir, enfin qui décide de ne pas se maintenir, et là d'un seul coup, le Front National va tout de suite perdre 80 possibilités. Et donc il sera déjà à 200. Et ensuite, la règle de la mobilisation, le fait qu'il va y avoir beaucoup de manifestations parce qu'il y a un vrai risque, eh bien tu vas voir en fait véritablement une inversion complète de la tendance. Mais ça se passe toujours comme ça. Il faut bien comprendre qu'historiquement, le Rassemblement national, il était au deuxième tour de la présidentielle, il faisait 40 ou 50% des voix, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui vient de se passer aujourd'hui, et il n'avait aucun député. Il n'avait même pas 1 ou 2 députés. Il n'avait pas de députés. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que cette règle de scrutin majoritaire à 2 tours est une règle qui est faite pour empêcher les extrêmes de gagner, sauf s'ils réussissent à s'allier avec le centre. Et le centre a décidé de s'allier avec la gauche, pas avec la droite. Et donc, c'est un calcul très simple où tu as un centre qui est à peu près 23-24% quand tu prends les macronistes plus les autres. Tu as une gauche qui est à peu près 30-31%. Et ben la somme des deux, c'est 55%. Et donc, si uniquement la moitié des LR, donc la droite républicaine, rejoint le centre-gauche, ils sont à 60% contre un Rassemblement national qui est à 33 plus 5%, 38%. Donc les gens qui disent mais non, mais ils ont gagné, etc., ils n'ont pas compris le mode de scrutin. Ils n'ont pas compris la technique des alliances et des désistements. Ils n'ont pas compris comment ça voulait se passer. C'est-à-dire qu'ils veulent se convaincre ou s'auto-convaincre que les choses sont très simples. Donc ça, c'est pour le sujet d'élection. Je pense que maintenant, ce qui va être intéressant, c'est exactement ce qui s'est passé après l'annonce, c'est la capacité des désistements à se mettre en place. Parce que si les désistements ont lieu, eh bien, je peux t'assurer que pour le RN, ça va être comme ce qu'ils ont vécu à chaque législative, une douche écossaise. C'est-à-dire qu'il y a des grosses perspectives et finalement, il y a beaucoup moins de résultats. Si tu prends les projections du RN en 2022, il y a 2 ans, elles étaient largement au-dessus de ce qu'ils ont eu. Puisqu'ils étaient vraiment en tête, ils n'étaient pas très loin de ce qu'ils ont eu aujourd'hui en fait. Et c'est pour ça qu'il y a eu la NUPES qui s'était créée. Le pari de Macron de déclencher les élections tout de suite le soir là, du résultat des européennes fonctionne encore. Ah ben très bien, ça fonctionne très bien. Puisqu'en fait, il va y avoir une mobilisation complète de tout le monde contre le Rassemblement national. C'est la totalité des électeurs, entre guillemets, contre les électeurs du Rassemblement national. C'est présenté, si tu veux, comme une lutte pour la crédibilité de la France. Et donc, ça risque de fonctionner, puisqu'on voit qu'il y a eu une mobilisation très forte, et ce qui fait que le RN, au lieu d'être à 37-38%, comme ça aurait dû être le cas, il faut savoir que le RN a récupéré la moitié des voix de LR avec l'arrivée de Ciotti. Donc, si tu rajoutais ce que le RN avait fait aux européennes, plus l'arrivée de Ciotti, ils auraient dû être plutôt à 37-38%. Et ils sont uniquement à 33, et d'ici ce soir, ils seront à 32 ou 31. Les chiffres
baisse déjà de toute façon. Puisqu'en fait, le RN ne réussit pas très bien dans les très grandes villes, en général. Bertrand, à part à Marseille. Cette constante-là là, que tu nous exprimes ce soir, qui est pas, qui semble pas être nouvelle, là, parle-nous un peu du rôle des médias là-dedans, qui arrêtent pas, là, tu nous l'avais dit au début de cette campagne électorale-là, on va voir les chemises brunes, l'extrême droite. Ici au Québec, là, tous les reportages qu'on a eus sur la campagne en France, c'est la montée de l'extrême droite, la montée de l'extrême droite. Les médias sont là pour s'assurer que rien ne change. Peux-tu nous en parler un peu aussi? Je pense qu'il est là beaucoup le problème aussi. Alors, il y a une première chose, c'est que l'héritage du RN, en principe, c'était l'héritage de quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, qui avait créé ce parti dans les années 70. Mais depuis une quinzaine d'années, il a été complètement sorti du parti, petit à petit en fait. Et maintenant, il est non seulement absent, mais il est réduit au silence. Et toute l'historique, entre guillemets, de Jean-Marie Le Pen, ils essayent de l'effacer. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen avait des discours, par exemple, sur la situation en Palestine, qui sont à l'inverse de ceux de Jordan Bardella. Jean-Marie Le Pen avait des discours sur l'immigration qui sont à l'inverse de ceux de Jordan Bardella. Il aurait eu des discours et il avait des discours sur la relation avec la Russie qui sont l'inverse de ceux de Jordan Bardella. C'est-à-dire que le RN aujourd'hui, c'est un parti qui est étonnamment complètement compatible avec le parti d'Emmanuel Macron. Et donc, cette division, cette peur brune, entre guillemets, comme il l'appelle, elle est complètement artificielle. Elle est faite pour mobiliser artificiellement les électeurs, elle est faite pour créer un chaos, elle est faite pour diviser encore les Français comme ils l'ont été avec le Covid, comme ils le sont sur Gaza, comme ils le sont sur la Russie. C'est un nouveau facteur de division extrêmement artificiel. C'est-à-dire qu'en réalité, Emmanuel Macron, qui ne peut plus rassembler derrière lui-même quiconque, c'est-à-dire qu'il ne réussit pas à séduire les Français. En revanche, il essaie d'aller séduire à l'international pour avoir un rôle et pour avoir une autorité hors des frontières françaises, continue son travail de division. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner au-delà de ses rêves. Donc là, il va y avoir une petite période d'union pour, entre guillemets, battre le Rassemblement national, parce que c'est exactement ce qui va se passer. Le Rassemblement national va perdre, comme il perdait à l'époque de Mitterrand, comme il perdait à l'époque de Chirac, comme il perdait à l'époque de Sarkozy, comme il a perdu à l'époque de François Hollande, et comme il a perdu avec Emmanuel Macron. Mais derrière, en fait, ce qui va se passer, c'est que Emmanuel Macron va faire exploser toutes les alliances de circonstances. C'est-à-dire que le Front républicain, c'est une alliance de circonstances, et dès le lendemain du 7 juillet, tout ça va partir en éclats. Parce qu'en fait, ils ne se sont unis que pour avoir des sièges, que pour avoir plus de sièges, entre guillemets, que le Rassemblement national. Et le Rassemblement national, lui, il n'a d'idées Rassemblement national que très peu d'idées. Puisque, par exemple, si tu prends le Parti national allemand, le Parti patriote allemand, il n'est d'accord sur rien avec le Front national français. D'ailleurs, il n'y a pas d'union entre les deux. Ils sont séparés au niveau de l'Europe. Pourquoi? Parce que ce parti national allemand, par exemple, il est contre l'aide à l'Ukraine. Il est pour la réouverture du dialogue avec la Russie. Alors que le Rassemblement national de Marine Le Pen et de Bardella n'est pas d'accord avec cette thèse-là. Il est pour l'aide à la Palestine et contre la politique d'Israël.
alors que le Rassemblement national n'est pas sur cette position, puisque comme ils sont encore sur une position relativement raciste, ils n'osent pas avoir une position qui est, entre guillemets, pro-humanité et pour dire, voilà, il y a un génocide qui se passe en Israël, on ne peut pas y être insensible. Et donc, en fait, tout est parasité, si tu veux. C'est-à-dire que rien n'est lisible parce que toutes les décisions que prennent les personnes qui font de la politique, elles ne sont pas liées au bon sens, elles ne sont pas liées à l'intérêt national en France, elles sont liées au fait qu'ils considèrent leurs électeurs comme stupides, qui n'est manifestement pas le cas du parti patriote de droite allemande, mais qui est le cas par exemple en Italie, où Giorgia Meloni, pour être élue, elle avait dit ce que les gens avaient envie d'entendre, et puis finalement, à peine élue, elle a fait l'inverse. Et donc, c'est là où les personnes se rendent compte qu'en réalité, les partis flattent ce qu'ils ont envie d'entendre, leurs plus bas instincts, entre guillemets, le racisme, toutes ces choses-là, mais à la fin, en fait, ils font tous la même politique. C'est pour ça que moi, cette élection, elle est très peu intéressante pour moi, parce que, en réalité, les jeux sont faits. Et les jeux, ils ont été faits avec l'Europe. C'est-à-dire que Macron a mis en place avec Scholz, au niveau de l'Europe, au niveau des décisions qui vont s'imposer à la France, puisqu'aucun parti n'a voulu jouer le jeu du Frexit, les personnes dont ils avaient envie. Donc, le Rassemblement national, il était peut-être le premier parti de France, le parti de droite en Italie, peut-être le premier parti d'Italie, le deuxième parti en Allemagne, le premier parti en Hongrie, etc., etc. Mais qui est à la tête de l'Union européenne? Von der Leyen. Quelle est sa politique? Une politique pro-migrants, une politique russophobe, une politique pour l'identité numérique, une politique pour la vaccination, une politique pour l'aide à Israël et ne pas trop en dire sur le sort des Palestiniens, et une politique woke. Et pour mettre en œuvre sa politique, la personne qui va la seconder en termes de politique étrangère, c'est Kaja Kallas, qui est la première ministre d'Estonie, qui est une young leader, c'est-à-dire que c'est une proche de Klaus Schwab, de Davos, et elle est complètement impliquée avec le World Economic Forum. Et également celui qui va être le président du Parlement européen, c'est un Portugais, un socialiste portugais. Il est le Premier ministre actuel du gouvernement de gauche au Portugal. Il est pro-migrant, pro-ouverture des frontières, et il est surtout l'ancien maire de la ville de Lisbonne, et il était connu pour être un maire extrêmement LGBT+. Et donc on voit que tout l'agenda qui va s'imposer à la France, peu importe l'Assemblée nationale française, qui encore une fois ne sera pas majorité RN, il faut pas croire que ça va arriver, ça n'arrivera pas, et même avec des alliances, ça n'arrivera pas. Et donc, on va avoir exactement la même politique pour Emmanuel Macron, qui va rester président, qui va faire une petite cuisine pour avoir un Premier ministre qui lui permettra d'avoir une majorité gouvernementale. Donc, il s'alliera avec une partie de NUPES, avec une partie de LR, et il obtiendra une majorité parce que tous ces gens-là vont se mettre ensemble et ils auront une bonne excuse pour se mettre avec Emmanuel Macron, c'est d'être contre le Rassemblement national. Et donc, grâce à l'épouvantail du Rassemblement national, eh bien, tous ceux qui prétendaient être en opposition d'Emmanuel Macron vont montrer leur vrai visage. En fait, ils sont favorables à Emmanuel Macron. Mais moi, ce qui me désole, en fait, j'aurais adoré être pour, entre guillemets, le Rassemblement national. Mais, encore une fois, le Rassemblement national propose une politique qui est exactement la même que celle d'Emmanuel Macron sur tous les points. Pour l'Europe, pour l'aide à l'Ukraine,
pour le soutien d'Israël et le soutien malgré le génocide à Gaza, pour la vaccination. Ils sont d'accord avec tout, ils sont d'accord pour l'IVG, ils sont d'accord pour l'euthanasie. Il n'y a aucun sujet sur lequel ils ne sont pas d'accord avec le président de la République. Le seul sujet sur lequel ils étaient censés pas être d'accord, c'était les retraites. Mais en réalité, maintenant, ils ont dit, finalement, on va pas revenir sur les retraites. Donc, en réalité, tout est n'importe quoi, en fait. C'est uniquement la course à l'échalote des budgets de députés, de l'argent député, pour avoir une boutique. Et donc, tant qu'on ne va pas mettre des nouvelles têtes, des nouvelles personnes qui ont véritablement une ambition, ça ne pourra pas changer. Ces gens-là font de la politique depuis toujours. Ils ont leur petite crèmerie, à gauche et à droite. Ils ont leur petit fonds de commerce, mais ils ne s'intéressent pas aux Français. Et la preuve, c'est que depuis 7 ans, Macron gouverne, même sans la majorité, à coup de 49-3, etc. Et il ne réussit jamais à se mettre d'accord pour le mettre en minorité. Et même s'il le mettait en minorité, ça changerait rien. Ça voudrait juste dire qu'une loi n'est pas passée. Et puis, il la reformulerait différemment et elle repasserait quelques semaines plus tard sous une forme différente. De toute façon, ça n'a pas d'importance. L'agenda national, à partir du moment où on ne se bat pas pour sortir de l'Union européenne, il n'existe pas. L'Europe impose ses vues aux différents pays. La preuve, la Hongrie ne veut pas accueillir plus de migrants, eh bien la Hongrie paye des centaines de millions d'euros d'amende. Et donc les Hongrois vont être obligés d'accepter. Parce qu'en fait, au début, ils payent que ce type d'amende, mais s'ils ne cèdent pas, ils vont avoir des amendes encore plus fortes et ils ne recevront pas d'aide ou de possibilités de crédit et d'emprunt de l'Union européenne. Et donc l'Union européenne, elle tord le bras de tous ceux qui ne veulent pas suivre la direction qu'elle impose. Et la direction de l'Union européenne, elle est prise à Bruxelles. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les personnes pensent qu'il y a quelque chose d'important qui se passe, que c'est un mouvement majeur dans l'histoire de France, mais c'est n'importe quoi. Tout ça est faux. C'est un carnaval d'émotions. Uniquement un carnaval d'émotions. Il n'y a rien qui va se passer, qui va changer quoi que ce soit. J'aimerais bien dire « Oh là là, mais c'est incroyable, ça me fait peur » ou alors dire « Je suis très content ». Mais en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Il ne s'est rien passé. Ce qui va se passer, c'est ce qu'on était capable de dire ensemble, Karl, il y a 3 semaines, quand Macron a dit dissolution, c'est qu'il ne se passera rien. Le Rassemblement national aura la même chose qu'avant, ou peut-être plus, mais pas forcément beaucoup plus, et ils auront peut-être même moins. La gauche aura beaucoup plus, et Macron pas tellement plus, et la droite républicaine un peu plus. Mais ces gens-là, ils vont créer un bloc contre le Rassemblement national, mais qui ne changera rien à la vie des Français. Je vais passer la parole à mon co-animateur de ce soir, Jonathan. Tu avais des choses à dire. Tu suis de près le clavardage. Je te donne, vas-y. Oh, mets ton son. Mets ton son. J'ai plusieurs points que j'ai notés, là. Puis merci, c'est un honneur d'échanger avec toi. Je t'écoute parler depuis tantôt, puis j'en reviens pas comment tu connais bien ton sujet. Merci parce que tu m'aides à mieux comprendre aussi. Mais là, de ce que j'en comprends, là, la racine du problème, là, c'est l'Union européenne. Puis comme, je ne sais pas si tu étais là au début, mais j'ai montré que même ici au Québec, nos députés et nos élus ont fait campagne pour aller influencer vos élections. Puis là, la racine de ce problème-là, c'est qu'on le voit, là. Il y a clairement une organisation internationale qui ont des ficelles partout, qui ont des contacts partout. Et puis, de là, ils réussissent à faire ce que bon leur semble. Puis là, quand je regarde, pour moi, le problème, quand je regarde le taux de vote de l'élection 2017, l'élection 2022 puis 2024, on a 48 de participation en 2017,
47% de participation en 2022. C'est même pas un Français sur deux. Et puis là, on est à 69%. Mais il reste encore 30% de marge facile qu'ils peuvent utiliser. En plus, comme tu l'as très bien expliqué, l'amalgame des associations pour aller chercher le gros du vote, hein, tu l'as très bien résumé. Puis moi, ma question, là, c'est que, encore une fois, on dirait que personne semble se souvenir que le promoteur contrôle toujours les deux côtés. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à propos justement de ce promoteur-là qui semble clairement contrôler la destinée des élections un peu partout dans le monde, y compris en France? Parce que moi, c'est ça que je constate en tant qu'être humain. Je t'écoute parler, puis je vois la même chose qui se passe un peu partout dans le monde. Et puis là, on voit que c'est le promoteur qui est entre les deux faces de cette polarité et de cette division qui est un théâtre, parce qu'ils veulent tous, comme nous ici au Québec, ils votent tous pour les mêmes lois, même s'ils ne sont pas dans le même gouvernement, puis ils veulent tous mener à l'identité numérique, puis tout, qu'est-ce que tu as décrit que je ne répéterai pas. Fait que j'aimerais vraiment savoir, toi, Bertrand, qu'est-ce que tu penses de ce promoteur qui semble contrôler les deux faces de cette pièce qui nous présente constamment? Alors, euh, tout à l'heure, j'ai parlé de la nouvelle ministre, entre guillemets, des Affaires étrangères de l'Union européenne qui s'appelle Kaja Kallas. C'est la première ministre d'Estonie. Et le promoteur dont tu parles, en fait, c'est le World Economic Forum. C'est Davos. Et en fait, Davos a mis en place un peu partout dans le monde, dans les gouvernements, dans les conseillers des gouvernements, ou à la tête des grandes entreprises, des personnes qu'il appelle les Young Leaders. Alors, tu as différents niveaux de Young Leaders et tu as évidemment différentes organisations, mais c'est très symbolique que cette personne ait été nommée à ce poste, alors que non seulement elle est russophobe, donc elle n'est pas véritablement diplomate puisqu'elle prend des positions très extrêmes contre la Russie, indépendamment de l'intérêt de l'Europe, et surtout, elle est au cœur de grosses affaires, de gros scandales financiers, parce que son mari est un homme d'affaires qui traite énormément avec la Russie. C'est-à-dire qu'il a des sociétés, entre autres de logistique, d'import-export, etc., qui font l'essentiel du business avec la Russie. Donc tu vois que c'est un jeu de dupes, en fait, qui est tiré par l'économie mondialiste, par ces personnes qui sont les intermédiaires. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un monde sans frontières, un monde sans race, un monde sans genre, où il n'y a pas d'hommes, de femmes, etc. Tout est non-genré, et un monde également sans argent. L'idée, c'est que y ait une notion de salaire universel. C'est-à-dire que les gens deviennent un peu oisifs, ils n'ont pas vraiment d'utilité parce que petit à petit l'intelligence artificielle prend leur place, etc. Et c'est pour ça qu'en fait ils créent ce nouveau système d'euthanasie, de suicide assisté, etc. Et tout ce qui s'est passé avec la vaccination, parce qu'en réalité on rentre dans une dynamique transhumaniste. Et c'est vers là qui nous amène. Et le problème, c'est que les partis dits nationaux, en particulier le Rassemblement national, il ne s'est pas exprimé sur ces questions-là. Pourquoi? Parce que comment veux-tu qu'un chef de parti très jeune, très immature, sans aucune expérience, il puisse comprendre, entre guillemets, ces mécaniques qui sont en train d'être à l'œuvre depuis des dizaines d'années? Quand tu t'es concentré qu'à dire ce que les gens avaient envie d'entendre de toi sur les marchés, à être dans des réunions publiques où en fait tu flattes les personnes pour leur donner envie de voter pour toi, en parlant ici en mal de l'immigration, là en mal des députés tous pourris, des affaires, des machins. Mais en réalité, c'est comme si tu t'intéressais aux faux problèmes. Parce que les vrais problèmes, ils n'osent pas en parler. Les vrais problèmes sur les effets secondaires de la vaccination.
pourquoi est-ce que tous les pays dans le monde ont donné des injections qui ne fonctionnaient pas? Les dizaines de millions de morts à Gaza, mais qui ne choquent pas, alors que tu as un Ukrainien qui meurt, mais le monde s'arrête. Ou tu as un attentat Charlie en France et le monde s'arrête. Il faut comprendre que ces gens-là nous apprennent en permanence que la vie des uns ne vaut rien et que la vie d'autres vaut quelque chose. Ils nous ont expliqué, par exemple, qu'il fallait sauver coûte que coûte tout le monde avec des injections très chères. Mais ils ne font rien pour régler les problèmes d'eau en Afrique, alors que ça coûterait 50 fois moins cher. Et ils nous expliquent la révolution verte. Mais ils oublient de nous dire tout ce que ça coûte comme dégâts environnementaux, etc., où ils le disent. En fait, rien n'est logique, parce qu'en fait, personne ne parle véritablement des gros problèmes. Les gens ne s'intéressent qu'aux petits détails. Tu sais, c'est comme quand tu regardes un match de foot, les gens, ils vont parler que des problèmes du match. Ils vont même pas parler des bonnes actions. Ils vont parler des fautes qui n'ont pas été sifflées. Ils vont parler de ci et de ça. Tu vois un match de foot, eh bien, les gens, ils ne parlent que des petits problèmes, que des petites anecdotes ou alors des grands buts. Mais ça fait un peu, si tu me permets, là, ça fait partie un peu du contrôle, justement, qu'on vit de la liberté d'expression, de rester dans le politically correct, de mettre des étiquettes pour faire en sorte que les gens ne prennent même pas le temps d'aller écouter. Puis pourtant, c'est contraire à ce qu'on nous a appris en tant qu'être humain. Puis c'est ça, un des problèmes fondamentaux. Puis quand je t'écoute parler sur on aurait dû amener de l'eau en Afrique, puis tout ça sur le continent africain, c'est exactement les mêmes genres de propos parce que la COVID, je ne sais pas si tu connais le chiffre, mais c'est plus de 28 000 milliards, et puis je peux aller le sourcer par la suite, puis Carl l'affichera, de dollars qui ont été dépensés pour lutter contre la COVID, simplement au début de la pandémie. 28 000 milliards, là, on aurait pu en sauver du monde puis de faire de l'agriculture viable qui détruit pas les sols. Mais le point que je t'entends parler encore une fois du World Economic Mondial puis de la crypto-monnaie, est-ce que tu as entendu parler, Bertrand, du brevet que Microsoft détient de la crypto-monnaie basée sur l'activité corporelle? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, Bertrand? Oui, alors j'ai effectivement entendu parler, mais quasiment dès le début de la période du Covid, de ces brevets de Microsoft. Et en plus, le numéro du brevet, il a que des 6. Il y a 3 6 dans le numéro du brevet. En fait, ce que j'essaie de dire souvent, c'est qu'il faut avoir une analyse pragmatique des choses. Il faut sortir, tu vois, de son camp. Est-ce que je suis plutôt à droite? Est-ce que je suis plutôt à gauche? Il faut essayer de comprendre ce que réellement peuvent faire et veulent faire les hommes politiques. Mais ensuite, il faut reconnaître qu'on ne peut plus comprendre ce qui se passe dans le monde si on ne regarde pas les choses d'une façon eschatologique, d'un point de vue religieux, d'un point de vue prophétique. On voit bien ce qui se passe avec Israël, on voit bien les déclarations de Emmanuel Macron, tu vois, sur la bête de l'événement, etc. Ces photos, en fait, ces gens, ils ont une vision véritablement messianique des choses. C'est-à-dire qu'ils ont l'analyse selon laquelle l'humanité est arrivée à un moment où il va falloir se débarrasser d'une grande partie des gens qui vivent sur Terre. Et donc, ils font semblant de vouloir se débarrasser des gens qui seraient dangereux pour l'humanité, donc l'extrême droite, mais en réalité, les grands dangers, ce sont ceux qui disent ça. C'est-à-dire que comment dire, en France, les seules personnes qui ont eu un discours qui était très honnête sur la réalité du gouvernement d'un pays aujourd'hui, c'est retrouver la souveraineté monétaire, retrouver la souveraineté politique, et ça impliquait de sortir de l'Union européenne. Mais si tu restes dans l'Union européenne, tu n'as plus rien.
Aujourd'hui, von der Leyen a annoncé qu'elle voulait une armée, assieds-toi bien, une armée pour l'Union européenne dotée de 500 milliards. Évidemment, Macron va dire parfait, on va mettre notre force nucléaire, on va mettre tout ça à l'intérieur. Et comme ça sera payé par une partie des pays européens. Donc, c'est un calcul, tu vois, de dupe. Mais surtout, ça va créer une Europe encore plus supranationale. C'est-à-dire qu'une Europe des frontières, une Europe d'économie, ça va devenir petit à petit une Europe politique. Et après, ça va devenir une fédération de provinces d'Europe en réalité. Et c'est vers là qu'on se dirige. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en France n'a aucune importance puisque les partis ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Ça n'a aucune importance. Et c'est vraiment très important d'avoir ça en tête. On discute de sujets qui ne servent à rien. On a bien vu le débat entre Trump et Biden. Biden est complètement incapable de mener un débat. Donc on en déduit qu'il n'est pas non plus capable de mener une réunion. C'est-à-dire qu'en fait, il ne comprend même pas ce que lui-même dit. Il dit des choses, mais qui ne sont pas intelligibles. Et ça donne une idée qu'en fait, c'est ce que tu évoquais, les gens qui dirigent ne sont pas visibles. Les gens qui prennent les décisions pour les pays ne sont pas visibles. Et ça, c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête. Justement, j'aurais une question par rapport à ce que tu disais, le fait que vous êtes intégré à l'Union européenne, la France. Mais moi, dans mon souvenir, puis ça fait partie du problème, de la racine du problème, puisqu'à partir de ce moment-là, la France a perdu le contrôle de sa devise et de sa monnaie. Mais il me semble, dans mon souvenir, que la France avait voté à 55% non à intégrer dans le référendum l'Union européenne. Et puis, en réalité, depuis ce temps-là, vous avez été intégré à l'Union européenne et là, la France a perdu le contrôle de sa monnaie. Et puis là, depuis ce temps-là, ben, celui qui ne contrôle pas sa monnaie est clairement assujetti à l'influence extérieure. Et là, ça amène directement à Rothschild qui avait dit donnez-moi le contrôle de la monnaie, je me fous de celui qui fait les lois. Et puis, les Rothschild ont été nommés par le pouvoir du Vatican et les papes à l'époque, que sa famille avait été choisie pour gérer la fortune, justement. Puis encore aujourd'hui, c'est les mêmes familles européennes avec les mêmes pouvoirs papales qui continuent le même cirque. Mais moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Bertrand, ma question, c'est la vraie racine du problème, c'est qu'ils vous ont intégré de force à l'Union européenne et qu'ils vous ont enlevé votre monnaie. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Vas-y, Bertrand, on t'écoute. Alors effectivement, je vais revenir un peu en arrière. Donc la première grosse lutte en France par rapport à l'Union européenne, c'est le traité de Maastricht. Et là, les Français avaient voté oui. Et c'est là qu'ils nous avaient emmenés dans la seringue de la monnaie. En revanche, effectivement, en 2005, pour le traité de Lisbonne, et qui changeait un certain nombre de règles, en particulier sur quelle est la loi qui est au-dessus de la loi des pays. Est-ce que la loi européenne est au-dessus? En fait, qu'est-ce qui s'impose aux pays? Et là, les Français avaient dit non au traité de Lisbonne. Et finalement, Sarkozy avait fait passer ça par le Sénat et par le Congrès, entre guillemets, donc le Sénat et le Parlement. Et la France avait ratifié. Il faut savoir que 5 pays de l'Union européenne avaient refusé le même traité, en fait. C'est-à-dire que l'Europe est très peu populaire parmi les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que certains pays aiment des avantages qui vont avec, mais par exemple, la Pologne n'a pas voulu de l'euro. Ils ont gardé le zloty. L'Angleterre, effectivement, n'a pas voulu de l'euro. Ils avaient gardé la livre sterling.
le Danemark a gardé sa propre monnaie. Donc il y a beaucoup de pays de l'Union européenne qui n'ont pas voulu de la monnaie. L'Allemagne a voulu de l'euro. Pourquoi? Parce que ça a été un excellent moyen pour l'Allemagne, comme c'était le pays leader de l'Europe, d'accéder à de la monnaie très peu chère et à des emprunts très peu chers dans le cadre de la réunification accélérée de l'Allemagne de l'Est. Donc il faut réaliser que dans les années 90, l'Allemagne de l'Est a été réunifiée avec l'Allemagne et qu'en fait la mise à niveau de l'Allemagne de l'Est a été faite avec l'argent de l'Europe. Donc l'Allemagne s'est retrouvée encore plus géant aux frais de l'Europe et en particulier de la France, puisqu'en fait, ni l'Angleterre ne payait plus que ce qu'elle recevait et l'Italie et l'Espagne sont des petits pays, entre guillemets. Donc c'est surtout la France qui perdait. Et on a perdu avec notre énergie, donc c'est les règles sur l'énergie. On y a perdu avec notre industrie, puisqu'elle était de moins en moins compétitive. On avait une forte industrie aéronautique et finalement on l'a partagée complètement avec l'Allemagne. On avait beaucoup d'industries et les Allemands nous ont, entre guillemets, taillé des croupières, en fait. La France est devenue un pays essentiellement touristique. Et c'est pas mal hein, d'être un pays super touristique. Mais le grand problème qui va avec les monnaies, et tu as raison, les monnaies, c'est vraiment le cœur, les monnaies, c'est vraiment le cœur du problème. Le principal enjeu lié aux monnaies, c'est également l'endettement. Parce que quand tu as un pays, tu peux t'endetter en fait pour construire des routes, des autoroutes, pour un certain nombre de décisions que tu as. Et la France est un pays très endetté. C'est-à-dire on a une dette de 3000 officielle de 3500 milliards d'euros. Si on ajoute les retraites, ça passe à 5000 milliards. Et si on ajoute les contrats publics-privés, enfin partenariats publics-privés, etc., on arrive à 5500 milliards. C'est-à-dire que proportionnellement, la France est plus endettée que ne l'était la Grèce au moment de la crise, que ne l'est l'Italie, et évidemment que ne le sont les États-Unis. Et donc, l'avantage de l'euro, c'est que malgré ce niveau de dette considérable, la France continue à avoir de bonnes notes. Parce que personne ne dévalue, pour l'instant, ne considère que l'euro peut être dévalué. Parce que dans l'Europe, il y a toujours la puissance économique allemande. Mais ce qui est en train de se passer depuis les sanctions avec la Russie, et je crois que c'était un thème que Karl voulait qu'on discute aujourd'hui, depuis les sanctions avec la Russie, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, l'Allemagne est en pleine dépression. L'économie allemande est vacillante, puisqu'en fait, ils avaient l'énergie pas chère russe et qui leur permettait d'exporter leurs produits industriels partout dans le monde, qui étaient très compétitifs. Maintenant, ils achètent de l'énergie beaucoup plus chère, dont de l'énergie aux États-Unis, mais toujours à la Russie. Mais l'énergie passe par l'Inde ou par la Turquie, donc elle arrive avec beaucoup de suppléments. Et donc l'Allemagne va mal, l'industrie allemande commence à déplacer les usines aux États-Unis, puisqu'en fait tout ça profite aux Américains. Et donc il va y avoir des conséquences sur l'euro dans les semaines ou les mois qui viennent. Mais surtout concernant la France, il y a des procédures qui viennent d'être initiées par l'Europe pour endettement excessif de la France. Et donc on voit bien qu'on est dans une situation qui est très défavorable. Et donc là, le gouvernement Macron peut très bien dire, mais en fait on est lâché par les sociétés de crédit, on est lâché par tout le monde à cause de l'arrivée du Rassemblement national aux portes du pouvoir. Ça inquiète les bourses, ça inquiète tout le monde. Regardez les conséquences de vos votes. La France va être sanctionnée économiquement par le monde. Et c'est exactement ce que tu évoquais tout à l'heure. Comme c'est une mafia organisée de grands financiers,
de personnes qui sont complètement hors sol. Ils vont également utiliser leur pouvoir pour lancer également un avertissement aux électeurs français en disant, bah, vous voyez, vous avez envie que le Rassemblement national vienne au pouvoir, eh ben, non seulement vous allez avoir plein de manifestations dans les rues, mais vous allez avoir une inflation qui va redoubler parce qu'il est hors de question qu'on soutienne un pays qui est, entre guillemets, un pays d'extrême droite. Nous, le monde libre, le monde démocratique, on ne veut pas de l'extrême droite en France. Et si l'extrême droite est en France, on va arrêter d'aider la France. Et donc, on va avoir, au cours de la semaine qui vient, énormément de signaux qui vont perturber tout le monde, qui vont dégommer, entre guillemets, les lignes de lecture traditionnelles qu'on a face à nous. Et c'était ce qui était prévisible. C'est-à-dire, ce qui était prévisible, c'est que le RN soit en tête et qu'il y ait un écroulement. On a dit ça mot pour mot il y a 3 semaines. Et vous allez voir, c'est ce qui va se passer. Parce que maintenant, la machine de guerre de l'État profond, appelez ça comme vous voulez, va se mettre en branle. Et tout à l'heure, tu disais, Jonathan, que tu avais noté que les hommes politiques au Québec et au Canada faisaient campagne contre le Rassemblement national et s'impliquaient dans la campagne en France. Mais ça va redoubler, ça va prendre des proportions encore plus grandes. On va voir des gens comme Barack Obama qui vont parler, on va avoir des gens du monde entier qui vont s'exprimer sur ce qui se passe. Et évidemment, si c'était seulement ça, ça n'aurait pas d'impact sur le choix des Français. Mais c'est toutes les alliances et toutes les pressions financières qui vont avoir lieu et qui vont inquiéter les gens. C'est-à-dire que l'Union européenne va dire, mais nous, si ce pouvoir est mis en France, on va tout de suite être obligé de sanctionner la France parce qu'ils ne voudront plus respecter les critères de Maastricht. Ils ne voudront plus respecter les critères d'endettement, de machin, etc., etc. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec la Hongrie. Il faut regarder en Hongrie, en Slovaquie, dans tous ces pays-là, les difficultés que un pouvoir patriotique a à mener à bien sa politique. C'est quasiment impossible. L'Europe en empêche. Et donc, Orban, il dit des choses qui plaisent à ses électeurs, mais en réalité, il fait exactement ce que l'Union européenne lui demande, puisqu'il vote même l'aide à l'Ukraine. Mais de ce que j'en comprends, Oui. Bertrand, là, c'est que le problème vient que les industries, à travers les législations, ont extracté le bien commun, le Commonwealth, comme le nom du Royaume-Uni, et ils l'ont mis dans des avoirs privés. Et là, nous, le public, on a juste absorbé, on a socialisé toutes les pertes de la construction et de la création de ces avoirs collectifs qui ont été privatisés. Et là, si je comprends bien l'analyse que tu m'expliques, tous ces gens-là qui maintenant possèdent des fortunes colossales et maintiennent une cote de crédit à des États qui ne devraient plus en avoir du tout parce qu'ils sont endettés ridiculement, le jour où ce que nos politiques vont s'écarter de ce qu'eux veulent, ils vont tout retirer leur fortune et littéralement faire crasher, planter l'économie des différents pays qui ne voudront pas les suivre à travers justement le fait qu'exemple, le dinar koweïti vaut 3 euros. Un dinar koweïti vaut 3 euros. Mais si tous les riches enlèvent leur argent de la France et baissent la cotation de la France, un dinar koweïti va tout de bien tomber 20 euros, 50 euros. Et puis là, eux, ils vont encore une fois tout nous racheter à rabais et nous contrôler Exactement. par la richesse accumulée sur nous. Exactement, mais tu dis exactement, tu as parfaitement dit les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a des richesses qui se sont créées grâce à l'euro et grâce à l'Europe qui sont inimaginables. C'est-à-dire que des gens, des citoyens qui possèdent des milliards d'euros, des dizaines de milliards d'euros, voire même, pour Bernard Arnault, des centaines de milliards d'euros. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont devenus plus puissants que certains États. C'est-à-dire leur richesse fait d'eux des personnes qui pourraient quasiment racheter des pays entiers. Et ces gens-là,
en fait, et comme BlackRock et autres, ils ont un droit de vie et de mort sur n'importe quoi. Ils ont un droit de vie et de mort sur les médias, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans une télé, eh bien, non seulement l'actionnaire majoritaire de la télé, il est dépendant de ces grands financiers internationaux, mais toutes les pubs qu'il y a sur son média, ils sont payés par des boîtes qui dépendent de ces grands financiers internationaux. Et ils dépendent aussi des pubs de l'État. Et donc, les médias sont entièrement contrôlés. Et si les médias, les grands financiers internationaux leur font savoir qu'ils vont se désintéresser de la France, compte tenu du risque d'arrivée d'un pouvoir nationaliste, etc., eh bien, ils vont redoubler d'efforts pour aller contre ça. Ils vont redoubler d'efforts avec tous leurs médias, avec tout leur pouvoir médiatique pour faire passer le message qu'il ne faut pas aller dans cette direction parce que le monde de la finance internationale va s'éloigner de nous, donc le coût de notre dette va exploser. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, les financiers, ils aiment bien Macron et Macron leur rend bien. Et donc, la note de la dette de la France est une bonne note. Mais si cette note baisse immédiatement à cause des perspectives d'élection du Rassemblement national, eh bien, ça veut dire que du jour au lendemain, il y a des dizaines de milliards d'euros en plus par an à payer pour la dette. Et la France ne peut pas trouver cet argent, à part en augmentant les impôts, ou alors en allant prendre l'épargne des Français. Et c'est ça le cadeau empoisonné qui est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'ils vont constater tous les problèmes de la France d'un seul coup en disant « c'est la faute du risque de l'arrivée du Rassemblement national ». Ça a inquiété tellement les marchés qu'ils regardent différemment la France. Ils la regardent d'un œil très négatif. Parce que l'exemple de la Hongrie, l'exemple de tous ces pays, l'exemple de l'Autriche montre que quand un gouvernement national arrive au pouvoir, c'est beaucoup de corruption, beaucoup d'affairisme, beaucoup de catastrophes. Finalement, ils se font virer en allant en prison. Eh bien voilà, les pays disent, pour la France, ce serait trop difficile et donc on va s'éloigner tout de suite avant que les problèmes arrivent. Et c'est ça qui va se passer. Mais on l'avait dit il y a 3 semaines avec Karl, c'est-à-dire dans l'émission il y a 3 semaines, on a dit voilà ce qui va se passer. Écoute, Bertrand, c'est là aussi qu'on comprend que certains, comme Poutine, s'est dégagé complètement de sa dette vis-à-vis les Américains, les bons du Trésor américain. C'est ce qu'on voit aussi du côté de la Chine. C'est le général Delaware qui m'avait dit que les Chinois sont en train de se débarrasser de leurs bons du Trésor américain de l'ordre de 30 milliards par mois. Il y a quelques années, il était à 1300 milliards et ils réduisent cette dépendance-là face à la dette américaine. J'ai de l'information aussi que les pays du Proche-Orient sont en train de liquider leur dollar américain en or sonnant. Il y a un fait là qui est inéluctable. J'en ai parlé ce matin avec mes collaborateurs de l'actualité américaine. Le pétrodollar est tombé. Il va y avoir bientôt une alternative à cette plateforme d'échange SWIFT qui est en train de se créer du côté des BRICS qui sont en montée. On a des pays du G7 complètement endettés et qui sont entre les mains de ces financiers-là que vous venez de nous exposer. Vraiment, ce que Jonathan a ajouté, puis ce que tu nous as expliqué, c'est très important de bien comprendre cette dynamique-là qu'on est en train de vivre. Nous, à Brochu TV, on en parle depuis 2 ans. On va assister à un basculement du monde où l'hégémonie du dollar américain va tomber. C'est quoi les conséquences que on peut pas le prédire dans le temps, mais on peut comprendre. Tu peux nous expliquer ce soir en quoi cela va affecter notre quotidien, notre niveau de vie. Je pense qu'on est rendu là. Commencer à avertir les gens là-dessus. Écoute, c'est simple. Aujourd'hui, dans le monde, tu as 5 monnaies qui sont considérées comme des monnaies de référence. Le panier monétaire international.
La première, c'est le dollar, et historiquement, le dollar représentait à peu près 85% des échanges mondiaux. Le deuxième, c'est l'euro, ça représente à peu près 8-10%. Et le reste, c'est le franc suisse, le yen et le yuan. Et à eux, ils représentaient à peu près 6%. Alors, le dollar, au fur et à mesure où le yuan et l'euro avaient pris, il oscillait entre 75 et 80%, si tu veux. Donc, qui laissait à peu près 3-4% à chacune des autres monnaies. Mais ce qui s'est passé au cours des derniers mois dans le cadre des BRICS, c'est que les pays se sont mis à avoir des échanges entre eux avec leur monnaie nationale. Et en particulier, la Chine et la Russie font 80% de leurs échanges entre eux uniquement avec le rouble et le yuan. Et c'est de plus en plus le cas avec le Brésil, avec l'Inde, avec le Pakistan, avec le Kazakhstan, avec la Biélorussie, avec beaucoup de pays. Mais c'est surtout le cas, et ça c'est un phénomène majeur dont on avait parlé lors d'une récente émission ensemble, avec l'Arabie Saoudite. Puisqu'en fait, le dollar, le pétrodollar, il tient grâce au pétrole et au gaz, puisque c'est le sang de l'économie mondiale en fait. Les énergies sont le sang de l'économie mondiale, et l'énergie pétrolière, comme c'est une énergie qui n'est rarement produite là où elle est consommée, c'est donc une énergie d'échange qui nécessite des monnaies, et c'était le dollar exclusivement la monnaie qui a été utilisée. Et là, l'Arabie Saoudite décide de plus en plus régulièrement d'accepter d'autres monnaies. Et c'est là que se produit la bascule énorme, c'est que les Américains, ils sont tellement sollicités en Ukraine, ils sont tellement sollicités en Israël, ils sont également sollicités dans tellement d'endroits dans le monde, en Arménie, en Géorgie, en Amérique du Sud, au Mexique, etc., qui ne peuvent pas gérer avec la même efficacité, surtout avec un président faible, Biden, la situation et le chemin que prend en ce moment l'Arabie Saoudite. Et donc, ce qui pourrait arriver, c'est que petit à petit, le dollar ne représente plus que 60 ou 55% des échanges mondiaux. Donc ça restera une monnaie importante, mais ce sera plus une monnaie hégémonique. Et à partir du moment où le dollar n'est plus hégémonique, ils auront de très grandes difficultés à financer leurs dettes. Ils auront une très grande difficulté à financer et à faire financer leur train de vie à d'autres et à faire accepter des dollars qui ne valent finalement plus grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, avec les dollars, les Américains, ils peuvent acheter l'Afrique, ils peuvent acheter le Québec, ils peuvent acheter pratiquement tout dans le monde. Mais si le dollar d'un coup se met à valoir moins et à présenter moins d'intérêt, les gens, avant d'accepter de vendre leurs fleurons, ils vont se dire, bah après tout, les Chinois, ils me proposent des yuan, ça a l'air d'être la monnaie tendance. En plus, elle est adossée sur l'or, elle est adossée sur une industrie, etc. Alors que le dollar, il est adossé en apparence sur un pays qui ne vend que des services et des brevets. Et donc, évidemment, c'est moins solide qu'un pays qui a de l'industrie et qui a des matières premières. Parce que les Chinois ont également beaucoup de matières premières. Ils ont les terres rares, ils ont énormément de choses qui sont les produits de l'avenir. Et donc, petit à petit, les pays vont se tourner de plus en plus vers la Chine et vers la Russie pour les aider dans leur développement, dans leur croissance économique, et surtout que les Chinois et les Russes ne veulent pas forcément acheter ou ne veulent pas de dettes qui vont rendre ces pays esclaves, puisqu'en fait, la dette, les prêts en dollars, ou le fonctionnement des États-Unis vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, c'est comme une colonisation. En fait, le dollar est un outil de colonisation du monde. Et l'euro, c'était un outil de colonisation mixte. C'est comme le franc CFA vis-à-vis de l'Afrique. Évidemment, ça a des avantages, le dollar.
également pour les gens qui l'utilisent. L'euro aussi, le franc CFA a des avantages. Mais ce sont des avantages à court terme. Ce sont des avantages de circonstances. Mais dans un cas idéal, si le pays avait sa monnaie et qu'il était aidé par exemple par une banque des BRICS à mieux maîtriser sa monnaie, à ce que sa monnaie soit à l'image de la puissance du pays. Puisqu'en réalité, une monnaie, elle est censée être à l'image de la puissance et la crédibilité du pays. C'est-à-dire que tu pourras avoir un pays qui est très puissant comme les États-Unis, mais qui n'est pas crédible, et donc il aurait une monnaie faible, parce qu'il n'est pas fiable. Mais tu pourras avoir un petit pays comme la Suisse, qui n'est pas extrêmement puissant, mais qui est très fiable, et donc sa monnaie, elle aurait de la valeur, qui est liée à la fiabilité du pays. Et la Chine et la Russie seraient considérées comme fiables, et comme ils sont très puissants, ils auraient une monnaie extrêmement puissante. Et c'est ça la réalité économique des monnaies. Et l'effondrement qui est en train de se passer, c'est que les gens en ont marre d'avoir été asservis par ces fausses monnaies. Et encore une fois, c'est des fausses monnaies qui représentent un intérêt. Et c'est pour ça que ni les Russes ni les Chinois n'ont envie d'aller trop brutalement. Parce qu'en réalité, si du jour au lendemain, il donnait son destin au dollar, qui est de devenir une monnaie importante, mais pas la monnaie hégémonique. C'est-à-dire que le dollar pourrait à terme représenter 30 ou 40% de l'économie mondiale. Parce que c'est Bertrand, 30 à 40% malgré la grosse dette qu'ont les États-Unis actuellement, parce que s'ils perdent ce privilège-là du pétrodollar et autres, est-ce que tu fais fi aussi d'une panique qui pourrait s'engendrer et qui accélérerait cet effondrement-là du dollar américain? Ah non, mais... Je crois qu'il y a encore un avenir pour le dollar américain. Il y en a qui comparent ça au Marx pendant la grande crise des années Mais non, mais ça va être une crise énorme. Mais c'est pas l'intérêt des Russes et des Chinois que les États-Unis s'écroulent trop. Parce que tu sais, c'est comme un scorpion, c'est comme un animal dangereux. S'il est blessé à mort, ils peuvent avoir envie d'aller vers des extrémités. C'est-à-dire que même les Américains, s'ils vivent une crise comme 29, ils pourraient utiliser le même type de phrase que Vladimir Poutine en disant « un monde sans les États-Unis, c'est plus un monde, il mérite pas d'exister, donc on va envoyer des bombes nucléaires parce que finalement vous nous avez détruits, on va vous détruire et on va tous y passer ». Ça, Bertrand, je comprends ça très bien. On n'a pas personne à avantage de ce que les Américains et son dollar tombent rapidement, mais il y a quand même une dette colossale que même les économistes à l'époque se demandaient pourquoi les Américains peuvent tant s'endetter sans affecter la valeur du dollar américain. C'était surtout parce qu'il y avait une armée qui était capable de dicter leurs lois un peu partout dans le monde. Ça semble se reculer grandement. Mais c'est pas que l'armée. T'as l'armée, t'as le pétrole, t'as le SWIFT, donc le moyen des échanges entre pays et entre banques, il est piloté par les Américains. Et surtout, les Américains, c'est eux qui contrôlent la loi mondiale. C'est-à-dire que la loi américaine, elle est extraterritoriale. Les Américains peuvent décider du jour au lendemain de sanctionner n'importe quel pays en leur disant si vous n'acceptez pas, on vous retire du dollar. Et à part la Russie, aucun pays n'est capable aujourd'hui de vivre sans dollar. OK. On n'est pas préparé, Jonathan? Les pays ne sont pas préparés comme l'Iran. OK. Jonathan, tu avais une question aussi. Bon, moi, j'ai pas une question, c'est plus un fait historique, c'est qu'une dette, il y a des fois, même la France a annulé sa dette, a refusé de payer sa dette à ses créanciers. Et puis moi, je crois que lorsque l'effondrement qui est clairement orchestré et voulu va se produire, la totalité des dettes vont être annulées. Ils vont simplement recréer une crypto-monnaie centralisée dans un blockchain qui va être encore contrôlée sûrement par le Royaume-Uni parce que l'origine du marché mondial et du commerce, c'est pas mal le Royaume-Uni qui l'a instauré et l'Empire. Et actuellement, les Américains, la seule raison pourquoi, comme la France et l'euro, continuent d'être artificiellement maintenus, c'est parce que l'argent n'a aucune valeur. La vraie valeur, c'est qu'est-ce qui est produit et les matières premières et les ressources naturelles.
Et puis, ces empires-là, l'empire européen comme l'empire américain, sont maintenus dans un équilibre qui s'en va en descendant volontairement parce qu'ils n'ont plus besoin dans l'avenir d'avoir des forces militaires imposantes, puisqu'on le voit, la guerre silencieuse qui est faite avec les produits chimiques et toute la propagande. Et dans un futur proche, la technologie va tellement être élevée qu'ils n'auront même plus besoin d'empire et d'armée. Ils vont nous assujettir simplement par la propagande, par la crypto-monnaie et par la surveillance contrôlée de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment, on s'en va vers un crash international. C'est designé, c'est volontaire, et ils ont pris les pouvoirs coloniaux duquel on a créé énormément de richesses, comme Bertrand l'a dit tantôt, et puis ils en ont fait des acquis privés, duquel maintenant c'est corporatif. Mais c'est normal parce que le progrès a toujours et va toujours venir, selon eux, de l'industrie. Car eux, ils meurent, mais l'industrie subsiste. Et de là, les plans à long terme. Donc, pour moi, c'est ça le point névralgique. C'est que cette dette-là n'existe pas. Et elle est là comme un outil orchestré pour extraire nos richesses, nos matières premières et de construire leur structure pour qu'au moment où elle sera prête, de par la dette qu'ils ont créée à nous extracter, ils vont dire, bon, on cancelle tout ça, puis on vous repart une nouvelle monnaie blockchain internationale. Moi, en tout cas, c'est ça que j'en crois. Puis dans l'histoire, des dettes se sont annulées. Même dans l'Allemagne, on a annulé une partie de la dette, etc. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Bertrand. J'aimerais t'entendre là-dessus. Alors moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu as véritablement bien résumé les choses sur le fonctionnement financier et la manière avec laquelle on va véritablement, alors tu n'as pas utilisé le mot, mais moi je vais l'utiliser, vers un monde transhumaniste, c'est-à-dire vers un monde où les humains sont totalement assujettis. C'est-à-dire qu'ils sont dans les villes de 15 minutes, ils sont injectés de façon très régulière, il n'y a pas d'autorité parentale, il n'y a pas véritablement d'autorité de nous-mêmes sur nos vies. En fait, on aurait uniquement une fonction d'usage, en fait. Et c'est dans cette direction que ça va. Et donc, dans ce cadre-là, c'est identité numérique, monnaie numérique, déplacement en fonction des besoins, et on va véritablement ressembler à des pays de science-fiction. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont vouloir sortir du système et ils seront tout de suite broyés, parce qu'en fait, tu pourras pas vivre en dehors du système, il le refusera. Et donc, c'est des gens qui disparaîtront, ils seront mis dans des trucs de réhabilitation, mais en fait, ce sera comme soleil vert, en fait, ils seront mangés. C'est-à-dire, ils deviendront une matière organique consommable. Et véritablement, on va dans cette direction parce qu'on sent bien qu'il suffit de peu d'efforts pour que les gens acceptent tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, ils ont beau voir des nuages dans le ciel qui ne ressemblent à rien de concret et de cohérent, et que le lendemain, il y a des orages, les gens refusent de se dire qu'il y a de l'ingénierie climatique, etc., etc., etc. Donc, on est véritablement dans cette guerre du bien contre le mal, et ça, on l'avait beaucoup insisté avec Karl la dernière fois, c'est-à-dire que tout ce qui se passe avec les partis, tout ce qui se passe avec les élections, tout ce qui se passe avec l'Europe, etc., c'est une manière de nous détourner du vrai enjeu bien contre le mal. Et c'est alors ça a l'air d'être très naïf de dire ça, parce que on vit dans un monde où on essaie d'avoir une pensée complexe, de dire des choses, tu vois, qui ont l'air rassurantes. Quelqu'un qui dit bien contre le mal, il est tout de suite étiqueté de débile, quoi. Mais pourtant, c'est ça l'enjeu. Et c'est ce que disent les Russes, c'est ce que disent de plus en plus les Chinois, c'est-à-dire que le monde, il est en train d'être divisé, pas au niveau des peuples, parce que les peuples n'ont pas tellement conscience de ça pour l'instant, mais au niveau des dirigeants politiques, entre les dirigeants qui s'intéressent au sort de l'humanité et au sort de leur peuple, alors dans un ordre ou dans un autre, hein. C'est-à-dire qu'en général, ils devraient s'intéresser au sort de leur peuple
puis plus généralement à celui de l'humanité, et ceux qui ne s'intéressent qu'au pouvoir de l'argent et à un agenda transhumaniste, c'est-à-dire un agenda qui vise à se passer d'une grande partie de la population mondiale, soit parce que les gens seront obsolètes à cause de l'intelligence artificielle, soit parce qu'il y aura les effets secondaires des injections multiples, de l'alimentation de merde, de la pollution, de tout ça, ou alors parce qu'il va y avoir des guerres civiles et des guerres entre pays, parce qu'en fait, tout ça, c'est ce qu'ils veulent. Comme le système capitalistique et capitaliste ne fonctionne pas, et on le voit, en fait, il ne fonctionne que pour une toute petite élite, mais le ruissellement de l'argent va vers cette élite. C'est-à-dire que les peuples sont de plus en plus pauvres et les riches sont de plus en plus riches. Alors qu'historiquement, on nous avait dit, vous verrez, les riches seront ceux qui feront ruisseler l'argent vers les pauvres. Et alors revenons juste là, je tourne les yeux et je regarde et il se passe exactement ce que j'avais dit. C'est-à-dire que d'heure en heure, les chiffres qui sont annoncés pour le Rassemblement national chutent. C'est-à-dire qu'ils avaient annoncé 320, là maintenant ils sont à 295, demain ils seront à 275, puis ils seront à 250, et puis le soir J, ce sera à 150. Parce qu'en réalité, je reviens juste aux élections, il faut arriver à 50. Et pour arriver à 50, il faut une réserve de voix. Et ça, c'est vraiment important. Mais bref, donc la situation, en fait, elle est très simple. Soit on se met à élire des dirigeants qui fonctionnent à l'image de quelqu'un comme Xi Jinping, à l'image de quelqu'un comme Vladimir Poutine, même si ça a l'air caricatural, à l'image de Donald Trump. Donald Trump, il répète tous les jours qu'il veut la paix. Il veut imposer une paix à Israël avec ses voisins. Il veut trouver une solution de paix en Europe. Et il veut en arrêter avec le bordel et avec les guerres. Parce qu'en fait, il est père, il a des enfants, tu vois, il a de l'espoir pour eux, c'est également un businessman, mais il sait que la guerre n'apportera aucune solution. Alors que nous, en Europe, tous les dirigeants, enfin le nouveau patron de l'OTAN, c'est quand même l'ancien Premier ministre démissionnaire de la Hollande, des Pays-Bas, Mark Rutte. Il a démissionné il y a 1 an, mais pendant 1 an, il est quand même resté Premier ministre parce que personne ne l'a remplacé. C'est drôle, hein, ces démissions qui durent 1 an. Et juste, tac, il part, là, il a toujours pas été remplacé et il devient patron de l'OTAN. Et c'est lui aussi un russophobe. On n'a que des gens qui veulent la guerre. C'est des gens qui sont véritablement des psychopathes, en fait. Jonathan, il nous reste environ une dizaine de minutes à l'émission. Je vais te demander de poser une dernière question, une dernière réflexion avant qu'on termine. Bon, ben, je vais y aller rapidement. Dette égale esclave, puis 98% des matières des terres rares qui vont vers l'Europe, selon France 24, le 13 janvier 2023, depuis 1995, 98% vient de la Chine. Donc moi, qu'est-ce que je vois? Je vois un empire colonial égocentrique, outre mesure, qui croyait pouvoir continuer d'assujettir les autres en étant des white supremacists, en se croyant au-dessus de tous. Et puis, au lieu de développer nos industries basées sur nos ressources, on s'est dit, on va garder ce qu'on a chez nous parce que de toute façon, on contrôle le monde, puis on va aller piller les autres pays. Mais là, ça a fait qu'on a délocalisé nos expertises, nos main-d'œuvre, nos industries, nos savoir-faire, puis on a éteint chez nous. En se disant, de toute façon, on a la domination.
Puis là, on s'est mis à vouloir extraire les ressources à travers les marchés financiers de la Chine, donc les terres rares. Donc, 98% de l'exportation vers l'Europe de terres rares vient de la Chine. Parce que la Chine, la monnaie vaut rien. Donc, quand tu as un euro, une livre sterling ou tu es dans les paradis fiscaux de la Suisse ou de Dubaï, puis que tu rachètes vers le yuan chinois, ça coûte des peanuts. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? Les Chinois, ils ont dit, ben oui, maître, ben oui, maître. Et puis là, eux, ils ont développé leur industrie, ils ont développé leurs ressources, ils ont pris nos expertises et puis ils ont grandi d'un coup. Et puis là, ils nous regardent de haut puis ils disent, vous maintenant, là, vous n'avez rien développé chez vous. Vous avez fermé vos industries. Et puis nous, on vous a rattrapé, puis maintenant, vous dépendez de nous, donc on ne vous servira plus. Ce qui fait que toute la mondialisation se tourne vers la Russie et la Chine, qui sont maintenant les vrais pouvoirs industriels, puisque nous-mêmes, en croyant pouvoir piller le monde entier de notre domination, savons fait jouer du créateur et de la ruse de nos adversaires qui ont appliqué l'art de la guerre en prétendant être nos serviteurs, donc ils nous ont gardés très près d'eux. Voilà en terminant ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si tu veux commenter ça ou autre chose, mais merci Carl, puis merci Bertrand, puis merci tout le monde. On va, oui, reste là, on va, Bertrand, en conclusion. Eh ben, moi, Bertrand? juste la conclusion, elle est très encourageante parce que, effectivement, on voit bien les forces du mal sont à l'œuvre et évidemment, elles ont un contrôle quasiment total de la politique en France. On voit cette mascarade, il n'y a qu'à regarder la télé pour se rendre compte. Il n'y a personne pour rattraper quelqu'un d'autre, personne. Pareil en Allemagne, pareil en Hollande, pareil. Mais on ne représente pas grand-chose finalement, comme tu l'as dit. L'important, c'est que la Chine, la Russie, peut-être de plus en plus l'Inde, le Pakistan, le Brésil, l'Indonésie, l'Iran, il y a de très grands pays, l'Arabie Saoudite, sont en train de comprendre, entre guillemets, qu'en fait, le monde faisait fausse route en laissant les Américains avoir un tel pouvoir. Et donc là, il y a une rupture, et c'était le cœur de cette émission que voulait faire Karl, qui va être la chute petit à petit du dollar, quelque part la chute de l'empire américain, de ces espèces de boîtes énormes qui pèsent des milliers de milliards de dollars. Et tout ce petit monde-là va se consumer. Ils sont véritablement utiles aux gens. Elles proposent des services qui nous rendent esclaves. C'est cette société de consommation, cette course effrénée vers la consommation et qui fait que l'humain n'est pas libre. En fait. On n'est pas libre de nos choix de vie parce qu'on a tout le temps besoin de consommer, de payer des dettes parce qu'on consomme trop, de payer tout trop cher parce qu'en fait, cette folie consommatrice fait que l'énergie est chère, les voitures sont chères, le plein d'essence est cher, les maisons sont chères, et personne n'est heureux finalement. Et donc, il faut se reposer petit à petit les bonnes questions si on a envie de sauver l'humanité. C'est ça ma conclusion. Et il y a des personnes formidables à la tête de grands États et qui voient les choses comme ça. Pourrais-tu nous en citer, Bertrand? Eh ben, Poutine, Xi Jinping, Modi, Ben Salman, Donald Trump, et pour les grands groupes, quelqu'un comme Elon Musk qui s'intéresse à la liberté de parole avec X et grâce auquel, même sur YouTube et autres, eh ben, il y a eu beaucoup plus de liberté qui a été créée parce qu'en fait, il a donné un signal d'alarme avec les Twitter Files en disant si vous recommencez à faire la même chose, ça va se savoir et la prochaine fois, le public ne pourra pas vous le pardonner. Vous avez fait trop de bévues. Et dans la communauté, tu vois, même l'ancien patron de Twitter, qui était quelqu'un qui était devenu très woke, et quand il a pris conscience de tout ça, il s'est mis à se battre contre le système de la censure, etc. Donc il y a énormément de gens qui sont bien, et puis il y en a qu'on voit pas, et puis il y a nous, tout simplement. Nous trois ce soir, et les gens qui nous écoutent, eh bien, on fait à notre
échelle le job. Et c'est ça qui est important. Voilà. À notre échelle, on a fait notre job, on a fait notre devoir ce soir. On a eu c'est un des records à Brochu TV en direct. On est actuellement 1764 qui écoutent en direct. Et c'est vraiment... j'ai regroupé Jonathan Blanchette et Bertrand Scholler en espérant voir un nouveau mélange d'invités qui allait donner quelque chose de nouveau. Et vraiment, je suis pas déçu de cette soirée-là. Merci beaucoup, Bertrand. Merci beaucoup, Jonathan.